Bonjour à tous, je m'appelle Eva Cellier et on se retrouve ensemble pour une conférence d'ophtalmologie, à savoir qu'il y en aura deux, et le but est qu'on voit ensemble tout le programme pour répondre à toutes les questions possibles de l'ophtalmologie aux EDN. Si jamais vous avez des questions après la conférence ou au cours de l'année, vous trouverez mon mail juste en bas de cette première diapo. Alors du coup, à savoir que moi, j'ai passé la R2C également, donc j'ai passé les EDN en octobre 2023 et les ECOS en juin 2024. Donc je sais tout à fait ce que vous vivez. Donc même si vous avez des questions sur le déroulé de l'année, de la D3, de la D4, n'hésitez pas, même à la fin de la conférence, à m'envoyer un mail pour discuter de tout ça ensemble. Alors, donc on va se concentrer maintenant sur l'ophtalmologie. Donc c'est une matière qui est très rentable hein, le jour J. C'est un petit collège qui est plutôt simple à travailler. Toutes les notions un peu difficiles de toute façon elles sont rancées. On nous demande vraiment de retenir que les bases. Et c'est vraiment suffisant pour répondre à toutes les questions le jour J, tout en sachant que ça tombe tous les ans, même si c'est quelques QI. Voilà, c'est très redondant. C'est souvent similaire les questions d'année en année. Donc c'est plutôt des questions simples où il ne faut surtout pas perdre de points. Là, je vous ai mis un petit récap de ce qui est déjà tombé les années précédentes. Donc on voit quand même que c'est la rétinopathie du diabétique qui revient très régulièrement avec la cataracte, qui sont pour moi les deux chapitres clés de l'ophtalmo pour l'EDN. Alors notre année, on a eu quand même une question sur les tumeurs des paupières, sur la cataracte, sur les effets secondaires ophtalmologiques au niveau des différents traitements systémiques, sur la paralysie du nerf 3, du nerf oculomoteur, sur des lésions du fond d'œil d'un bébé secoué, et on a eu également un mini DP sur la DMLA. Donc c'est quand même vraiment pas mal tombé, c'était une petite dizaine de points à gratter facilement. Alors, au cours de la conférence, on aura différents codes couleurs. Donc, le vert, c'est si vous ne l'avez pas coché, c'est 0 à la question. Donc, c'est indispensable. Le rouge, donc c'est MZ. Donc, si c'est mis, ça veut dire que c'est 0. Le noir, c'est faux. Et le bleu, c'est vrai. Voilà. On va débuter ensemble la conférence par des iconographies clés. Dès qu'on voit ce genre d'image, il faut qu'on ait les mots-clés qui nous sautent aux yeux. Donc là, je vous laisse voir cette première iconographie. Donc c'est un fond d'œil et je vous demande de chercher l'anomalie. Donc je vais vous laisser quelques secondes. Hein, ça doit vraiment faire un flash dans la tête et venir tout seul. Alors du coup, donc c'était un fond d'œil gauche normal. Il n'y avait vraiment pas d'anomalie sur ce fond d'œil. Au niveau de la lettre A, on voit que du coup c'est la tête du nerf optique, c'est la papille. Donc on voit bien qu'on peut la dessiner, on peut en dessiner le contour facilement. Si jamais on ne peut pas dessiner le contour facilement, on parle d'œdème papillaire, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Au niveau de la lettre B, donc ici, c'est ce qu'on appelle la macula. Donc c'est ce qui nous permet de voir vraiment le plus nettement possible. Au niveau du coup du centre de la macula, juste ici la lettre C, c'est la fovea. Voilà, donc ça, on peut également être amené à vous poser des questions sur l'anatomie. Donc il faut être au point, d'autant plus que maintenant la mode aux EDN, c'est de nous poser des questions sur la normalité. Donc il ne faut pas toujours chercher midi à 14h, et des fois oui, l'image est normale, ou alors des fois oui, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Donc c'est vrai que c'est important de se faire confiance et de savoir reconnaître quand tout est normal. Alors, je vous ai mis un petit moyen mémotechnique pour retenir et surtout pas se tromper entre un fond d'œil droit et un fond d'œil gauche. Donc là, on voit que la lettre D de droit, on voit que l'arc de cercle se place vraiment là, en fait, dans les arcades artérielles. Et pour le G, pareil, de la lettre gauche, on voit que ça se place bien dans les arcades comme ceci. Donc ça, pour retenir et pas se tromper, c'est plutôt pas mal. Alors, une seconde iconographie, donc là cette fois c'est une photo d'un œil et je vous demande le diagnostic.
Alors, donc c'était effectivement une hémorragie sous-conjonctivale de l'œil droit. En effet, là, on peut voir une hémorragie en nappe qui est plutôt localisée au niveau du coin interne. On n'a pas de chémosis, on n'a pas de cornée un peu floutée, donc on n'a pas de signe d'hypertension au niveau oculaire, pas de signe de souffrance. Voilà, l'œil est sain, les paupières sont tout à fait normales, donc c'est une hémorragie sous-conjonctivale de l'œil droit. Alors donc là, la troisième iconographie, donc c'est une photo d'un œil également, et je vous demande le signe clinique. Alors donc là, on est face à un hyphéma, donc c'est une collection de sang dans la chambre antérieure. Donc là, on voit bien ici, c'est juste derrière la cornée, c'est collecté. Et à ne pas confondre avec l'hypopion, qui est également une collection dans la chambre antérieure, mais ce ne sera pas du sang, mais du pus. Et du coup, l'hypopion qu'on retrouve effectivement au niveau des uvéites principalement. À noter que je ne vous l'ai pas notifié, hein, mais tout ce que je note dans la conférence, tout est basé sur le collège. Je vous ai mis la page correspondante et le rang et l'item. Donc là, pour le coup, c'était le premier chapitre du collège d'ophtalmologie avec un peu de sémiologie. Alors, on est parti ensemble du coup pour des DP, des QI, des menus déroulants, des zones à pointer, des KFP et surtout j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble et que ce sera utile pour vous pour répondre à toutes les questions le jour J. Alors, donc là du coup on va commencer sur un mini DP. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on reçoit en consultation Madame S, elle a 48 ans, au niveau des antécédents, on a une obésité morbide et elle est diabétique de type 2. On nous dit également qu'elle est suivie depuis l'âge de 13 ans pour une sclérose en plaques et que cette sclérose en plaques s'est manifestée par plusieurs épisodes de névrite optique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a sûrement fait des neuropathies optiques rétrobulbaires, des NORB. Ok, donc ce jour, elle nous consulte pour son fond d'œil annuel dans le cadre de son diabète de type 2. Très bien, donc là on a l'énoncé, qu'est-ce qu'on fait? On est le jour J, on prend un brouillon et on note tout ce qui est important. Donc c'est une femme, elle a 48 ans. 48 ans, qu'est-ce que ça veut dire en ophtalmologie? Ça veut dire qu'on est presbyte. Hein, c'est quasiment systématique après la quarantaine. Donc est-ce qu'on ne va pas nous poser une question là-dessus? Il faut anticiper. Ensuite, elle est en obésité morbide. Ok, un facteur de risque un peu cardiovasculaire. Donc est-ce qu'elle ne va pas venir nous voir pour une OACR, une OVCR, à voir. Elle est diabétique de type 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire diabétique de type 2? Bim, je dois penser qu'elle doit faire un fond d'œil annuel. Ça tombe bien, elle vient là aujourd'hui en consultation pour ça. Donc ça c'est très bien. Ensuite, depuis l'âge de 13 ans, elle a fait plusieurs épisodes de NORB. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment on traite les NORB? Ça veut dire qu'on les traite par des corticoïdes. Donc si elle a eu des corticoïdes, à quoi on doit penser? Elle a eu sûrement à forte dose. Donc, elle est susceptible de présenter des effets secondaires. Et quels sont les effets secondaires des corticoïdes au niveau ophtalmo? La cataracte et le glaucome. Donc tout ça, c'est des choses que, avant même de lire les questions, on doit savoir y penser et on doit savoir se les noter pour ne pas se laisser manger et impressionner par la suite du DP. D'accord? Alors, donc là, on nous dit, vous l'examinez et vous observez ceci. Avant de lire les questions, je vois l'iconographie, je dois être capable de dire qu'est-ce que c'est. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse réfléchir un petit peu et vous faire votre propre idée. Donc, vous avez sûrement pu vous faire votre propre idée et on débute par la première question. Alors, on nous demande quel signe fonctionnel, donc bien penser aux signes fonctionnels et pas d'autres signes, hein, Madame S peut présenter. A. Une baisse d'acuité visuelle de près. B. Une photophobie. C. Un jaunissement des couleurs. D. Une baisse d'acuité visuelle de loin. E. Une diplopie monoculaire. Donc je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ça, c'est la première question du DP. Ça doit être rapide, d'accord? C'est pas sur les premières questions où on passe des minutes et des minutes, hein, d'accord? Alors, comme vous pouvez le voir pour cette première question, toutes les réponses étaient bonnes.
En effet, donc déjà il fallait se dire qu'est-ce qu'on suspecte. Donc ici, on suspecte une anomalie du cristallin. En effet, ma cornée me semble totalement saine, mon iris ne présente pas de particularité, mais par contre on voit que j'ai quelque chose au niveau de la pupille et notamment en arrière. Et qu'est-ce que c'est à cet endroit-là? C'est un cristallin. À l'EDN, il faut retenir que toute anomalie du cristallin, c'est une cataracte jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc là, j'ai une anomalie de mon cristallin, j'ai une cataracte, donc je dois penser à tous les signes cliniques de la cataracte. Qu'est-ce que j'ai en signe clinique? J'ai la photophobie. En effet, les gens, ils se plaignent qu'ils ont du mal à conduire la nuit parce que les phares des voitures, ça les gêne. Qu'est-ce qu'ils se plaignent aussi? Ils voient moins bien de loin. Donc, s'ils voient moins bien de loin, tiens, on se pose la question. Ils se plaignent également d'avoir une diplopie monoculaire, donc c'est le fait de voir double. Ils se plaignent également d'un jaunissement des couleurs. Alors ça, c'est une plainte qui est plus tardive, parce qu'en effet, ils s'en rendent compte une fois qu'ils sont opérés d'un des deux yeux. Et également, donc là, face à cet aspect morphologique au niveau de la photographie, on peut suspecter ce qu'on appelle une cataracte sous-capsulaire postérieure, d'accord? C'est avec cette sous-coupe là, cet aspect vraiment en sous-coupe. Et donc, si on suspecte une cataracte sous-capsulaire postérieure, on doit retenir que sa particularité, c'est qu'elle entraîne également une baisse d'acuité visuelle de près. D'accord? Vous pouvez retenir près, postérieur, tous les deux ça commence par un P, pourquoi pas, mais ça c'est une des particularités de cette cataracte. D'accord? Donc, on l'a dit tout à l'heure, quel diagnostic évoquez-vous? C'était une question que l'on a anticipée, d'accord? Et effectivement, on nous demande là d'y répondre. Donc A, cataracte totale, B, cataracte sous-capsulaire postérieure, C, cataracte nucléaire, D, une DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, E, neuropathie optique rétrobulbaire. Donc déjà de 1, on peut éliminer la D et la E parce que ça c'est deux diagnostics qui ne se voient pas juste avec une photographie de l'œil, d'accord? Par contre, du coup, on a les trois types de cataractes, donc je vous laisse y réfléchir quelques instants pour voir un petit peu ce que vous évoquez, même si on a déjà dit un petit peu la réponse. Alors, du coup, donc c'est effectivement la cataracte sous-capsulaire postérieure. Donc, pourquoi c'est pas une cataracte totale? Ben là, ça ne prend pas tout mon cristallin, d'accord? On voit qu'il y a encore des parties saines. Donc, par définition, on n'est pas bête, on est en médecine, on a fait des études, on sait que total, ben c'est tout. Donc là, on voit que c'est pas tout, on l'élimine, c'est tout, d'accord? Il faut penser simple. Hein, aux ECN, c'est très important de penser simple. Ensuite, la cataracte nucléaire, ça prend que le noyau. Donc là, on voit bien que c'est pas localisé et systématisé à une structure en particulier, mais c'est plutôt postérieur. Un aspect comme ça en sous-coupe, c'est typique de la sous-capsulaire postérieure. Donc ça, je vous laisserai aller sur Google pour voir un petit peu différentes images et différentes présentations de cataracte sous-capsulaire postérieure. Et comme ça,